Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Maison 8. Aujourd'hui, je suis très heureuse, Tristan, de vous accueillir pour un deuxième épisode au sein de Maison 8. On avait déjà abordé pas mal de choses lors du premier épisode que j'invite tous les auditeurs à consulter et à écouter s'ils veulent savoir un peu plus sur vous, sur votre histoire avec la spiritualité et l'énergétique. Comment allez-vous aujourd'hui, Tristan? Comment vous vous sentez en ce jour d'enregistrement de podcast? Bah, plutôt bien, avec des passages qui ont été un petit peu compliqués ces derniers temps. Et puis, comme toujours, en fait, quand j'écris une pleine lune ou une nouvelle lune, ça me recale et du coup, après, ça va bien. J'oublie pendant une semaine, Hmm. 15 jours, puis après, clouc, je me réajuste. Parce que pour vous, écrire les nouvelles lunes et les pleines lunes, ça vous permet de, comment dire, de vous recentrer. C'est un exercice d'ancrage pour vous. C'est pas de l'ancrage, c'est de la compréhension, en fait. C'est Mm. l'astro, il y a une partie qui est structurelle. Le thème de naissance, c'est une structure fondamentale, quelque chose qui nous construit de l'intérieur et qui marque comme je dirais comme une carte à imprimer d'informatique, un schéma, c'est une construction avec des passages d'énergie particuliers. Et c'est vraiment une structure qu'on porte toute notre vie, après avec laquelle on peut jouer, hein. Elle n'est pas mono-fonctionnement, elle est un peu plurielle. Mais on est tout le temps ballotté par l'énergie qui nous entoure. Et aussi bien l'énergie des gens qui nous entourent, c'est-à-dire que si tout le monde est énervé, on va pas se sentir bien, que l'énergie astrale qui nous entoure globalement et qui va participer de cette ambiance générale, qui va l'influer d'une certaine manière. Et en fait, le travail que je fais d'écrire tous les 15 jours une lunaison, ça pourrait être très altruiste, mais c'est aussi très égoïste parce que c'est très important pour moi. En fait. Ouais, je m'en suis rendu compte au bout de quelques années, hein, en me disant, tiens, on dirait quand même à chaque fois que j'écris une lunaison, ça va me permettre d'écouter comment je me sens, de prendre conscience de comment je me sens, et du coup Mhm. de me réajuster et de pouvoir transmuter des choses ou les intégrer dans mon fonctionnement pour ne pas rester juste sur un malaise, un décalage, des choses comme ça. C'est magnifique de le dire, en fait, de dire oui, c'est pas 100% altruiste parce que ça me fait aussi du bien. Et c'est juste par ma capacité à juste être et faire des choses qui me font du bien que aussi je peux partager aux autres. Et justement, pour revenir peut-être à l'axe de la dernière pleine lune qu'on vient de vivre, parce que là, on enregistre, c'est le 26 février, on vient de vivre la pleine lune en Vierge. Mm. Et je pense à ça, alors vous me direz si ça résonne pour vous aussi, mais la tendance de la Vierge et des poissons, et en plus, nous sommes tous les deux poissons, Tristan et moi, donc on parle quelque part un peu le même langage, c'est qu'on peut avoir tendance à trop donner pour les autres en s'oubliant soi et à être un peu dans cette posture de sauveur. Sans se rendre compte aussi, dans la posture du sauveur, il y a ce côté, bah, je me fais du bien à moi-même en faisant du bien aux autres. Et du coup, c'est génial de pouvoir le remarquer et avoir ce recul, ce discernement sur soi, de se rendre compte qu'en fait, c'est avant tout pour me faire du bien que je le fais. Et comment vous... Je sais pas si vous avez envie de rebondir là-dessus, sur cet axe poisson vierge, parce qu'en plus, on est dans la saison des poissons au moment où on enregistre ça. Et je sais que dans l'accompagnement aussi humain, le coaching, le développement personnel, la thérapie, on peut aussi tomber dans cette posture enfin, dans ce syndrome plutôt de sauveur. Donc je sais pas si vous avez envie de dire quelque chose par rapport à ça. Oui, bon, il faut considérer que, de mon point de vue, hein, euh, une consultation en astrologie, c'est quelque chose qui est assez profond, parce que je ne pratique pas une astrologie de prédiction, où je demande à une personne de se poser devant moi et de m'écouter pendant une heure, et que je sors des prédictions qui sont des études que j'ai faites dans mon coin, ce qui est une forme d'astrologie qui est informationnelle en fait. Peu importe la critique qu'on peut avoir autour de l'idée que la prédiction est une chose juste ou fausse, l'idée c'est qu'on pousse de l'information à la personne qui va en faire ce qu'elle veut, ce qu'elle peut. Euh,
Et donc la démarche est informationnelle. La manière dont je travaille, moi, est pas du tout comme ça. Je pense que la connaissance de soi est un acte essentiel, fondamental, sacré, et que l'astrologie est un outil qui permet de se connaître, de développer une connaissance de soi. La manière dont je travaille, c'est de partir d'une question de quelqu'un, qui est une forme d'autorisation qu'elle me donne d'aller explorer avec elle quelque chose et ensuite de pouvoir le restituer, cette fois-ci d'une information, mais une information qui va être structurée par rapport à une problématique, une souffrance du moment, des questionnements ou je ne sais quoi. Et donc on rentre dans quelque chose qui est plus proche d'une forme thérapeutique, où il y a une souffrance qui est exprimée et une proposition ou une compréhension autour de cette souffrance qui est apportée. À partir de là, en fait, on rentre dans un champ où en effet on peut se faire prendre dans l'envie de sauver tout le monde. Dans une démarche, il faut avoir une posture qui est assez droite, assez bien construite, pour que l'empathie ne devienne pas quelque chose de dévorant, ne vienne pas interférer et qu'on passe pas sa vie avec son tonodrome à essayer de soulager en fait. Si je faisais le lien avec la période du moment et l'énergie des poissons, en ce moment les poissons reçoivent l'énergie de Saturne. Et Saturne va frustrer justement, va bloquer ou va faire dérailler cette construction de l'énergie ou du processus des poissons qui crée le lien, qui crée la reliance, qui crée la capacité de rentrer en empathie avec les autres. Mais en fait, si on n'est pas aligné et droit, si on n'est pas intègre avec soi-même, ben, on va se noyer, en fait. On va se sentir bloqué ou frustré ou avoir beaucoup de mal, justement, à utiliser son énergie empathique. Sans avoir l'impression de vivre quelque chose de flou ou quelque chose qui résiste, en fait. Donc, en ce moment, c'est pour tous les poissons et pour partout où on a du poisson quelque part dans son thème. C'est très important d'être responsable de soi, d'être souverain, de ne pas se laisser embarquer partout et n'importe quoi. En ce moment, Saturne dans mon thème est en maison 8. Et donc, moi je le vois, je le ressens assez fortement dans le fait que une part de la construction de la maison 8, c'est l'énergie qui est apportée par les autres. L'énergie, le soutien qui est apporté par les autres. Et là, je vis une période où il faut que justement je me débrouille. Ça bloque quand je suis dans une attente de soutien ou qu'on m'aide ou qu'on me comprenne et qu'on veuille bien. Ça marche pas. Par empathie, j'aimerais bien qu'on me comprenne. En fait, je suis renvoyé dans mes 22 en mode débrouille-toi. C'est très très manifeste en ce moment. Et du coup, ben, si je reboucle avec ce qu'on me disait tout à l'heure, quand je vais écrire une liaison, quand je vais rentrer dans l'énergie du moment, que que je l'applique à mon propre thème pour comprendre où est-ce que ça se passe, bah, ça va me nourrir de compréhension sur comment intégrer une chose parce que je suis pas du tout le temps, tous les matins, le nez sur mon thème natal. C'est pas du tout mon truc. Il y a des gens qui se lèvent tous les matins pour savoir où est la lune, où est le truc, où est le machin, et voilà, pour savoir comment va se passer la journée. Moi, je fais ça tous les 15 jours, on va dire. Tous les 15 jours, je prends le temps assez profond pour essayer d'intégrer ce qui se passe. En ce moment, par exemple, cette position de Saturne en Poisson, moi, m'a permis de me ressaisir quelque part et de me dire arrête de gémir, arrête de demander du soutien, arrête de réclamer de l'empathie de la part des autres. Il faut que toi-même, tu te structures intérieurement, que tu construises, que tu transformes quelque chose. Je sais pas si on a Que exploré tu le ailles sujet. regarder l'énergie en face. Parce que en face de la maison 8, il y a la maison 2 qui nous parle d'autonomie. Donc en fait, pour équilibrer, enfin dites-moi si... Enfin, Non, l'idée je c'est, pense avoir la réponse, ouais, mais... pour- enfin oui et non, mais moi j'ai une lecture qui est hyper basique en astro. Je fais le moins possible de rebonds à droite à gauche. J'en fais un peu, mais D'accord. j'évite beaucoup. Ou alors il faut vraiment que le mécanisme du rebond soit parfaitement bien compris. Saturne
en 8 se suffit à lui-même dans son énergie pour comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire l'apport d'énergie des autres, la maison 8, va être bloqué, va être ressenti si on le cherche et si on pense que l'autre a une forme d'énergie supérieure, si on se réfère à lui comme une forme d'autorité, par exemple pour appeler son soutien, eh ben on va recevoir une forme d'autorité bloquante et frustrante. Donc ça va nous renvoyer à ce qu'est l'énergie de la maison 8 pour nous, déjà par rapport au partenaire à être soi-même souverain et arrêter de lui transférer une forme d'autorité dans la construction du soutien mutuel. Je vais reprendre dans mon rapport à l'autre une forme d'autorité dans les échanges, dans ce qu'on met en commun. Donc il va falloir aussi que je réfléchisse dans cette énergie de la 8, en fait, c'est l'énergie aussi qu'on met en commun, que je reprenne autorité, que je me laisse pas embarquer par l'énergie de l'autre dans la mise en commun des choses. Et donc, évidemment, par répercussion, ça peut revenir vers l'idée de récupérer une certaine forme d'autonomie qui nous fait penser à la maison 2, mais c'est une répercussion, on n'a même pas besoin d'aller regarder, en fait, pour comprendre que cette restructuration à cet endroit-là va faire toute seule les choses ailleurs. C'est clair? Oui. Après, je sais pas si je pars pas trop dans la sonde. Oui, non, mais c'est très bien, c'est très bien. Et donc, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, vous le faites. Vous êtes astrologue, évidemment. Vous avez donc cette connaissance astrologique. Vous prenez le temps de ressentir comment ça se passe pour vous et de regarder le ciel. Et quel est quel est votre processus, si vous pouvez donner des conseils peut-être à nos auditeurs pour qu'ils puissent, à leur tour, eux-mêmes regarder sur leur thème comment interagissent les énergies collectives et savoir oui moi j'écoute Tristan, Saturne transite une autre maison, comment je fais. J'ai envie de dire, la réponse est dans votre bouquin. C'est la Bible de l'astrologie que je mettrai dans la description du podcast pour avoir une vision d'ensemble des éléments du thème astral. Mais est-ce que vous aurez des conseils à donner aux gens qui nous écoutent et qui auraient lu votre bouquin, du coup? En fait, c'est relativement simple. Je dis bien, c'est relativement simple. Si on veut bien enlever un peu de techniques superflues autour de l'astro, je trouve qu'il y en a beaucoup. On a un thème de naissance qui est une structure de base, qui est notre construction. Et ce qu'on a de commun avec les énergies du moment, c'est le zodiaque, qui va nous donner en fait un repère commun entre notre thème de naissance et ce qui se passe dans l'énergie du moment. Je vais donner un exemple. Imaginons que quelqu'un est ascendant Cancer. Le Cancer, c'est un signe qui correspond à peu près au mois de juillet, fin juin, et puis les 2 tiers du mois de juillet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple tous les ans, entre fin juin et demi-juillet, et les 2 tiers de juillet, les 2 premiers tiers de juillet, le soleil, qui représente l'énergie de vie, va venir traverser l'ascendant de la personne, c'est-à-dire son énergie de vie. L'énergie de vie va stimuler en fait sa personnalité. Et donc notre père, c'est bien le zodiaque, le Cancer. La personne est ascendant Cancer à la naissance, et tous les ans, le soleil passe dans le Cancer à un certain moment de l'année. À ce moment de l'année, il va vitaliser sa personnalité. Et en fait, c'est juste ça, en fait, qu'on va reproduire après avec tous les autres astres ou avec des configurations particulières à certains moments où il peut y avoir des tensions. On va essayer de repérer où est-ce qu'une tension dans le ciel se répercute dans le thème de naissance. Sur quel champ d'expérience. Ça va toucher quoi, en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut assez vite apprendre à faire. Il faut des rudiments d'astrologie. Et bon, on peut les apprendre dans mon bouquin, on a pu les apprendre
dans plein de bouquins différents. Dans plein de bouquins, dans des formations en ligne. Vous faites des cours aussi sur votre... vous avez un site web, Astrologie Autrement. Donc je mettrai toutes Oui, les références en description. Et j'avais envie de rebondir justement sur ce que vous disiez, parce que vous avez utilisé l'exemple du soleil. La plupart des gens connaissent le soleil parce que c'est notre signe astrologique, entre guillemets. C'est comme ça qu'on se connaît. Enfin, la plupart des gens connaissent leur signe solaire. Donc il y a toutes les autres planètes et astéroïdes, on va dire, donc tous les autres astres du système solaire à venir regarder. Et j'avais envie qu'on parle un petit peu aussi de Pluton, parce que cette année 2024, il y a pas mal de changements avec Pluton, qui est une planète qui peut faire un peu peur à certaines personnes et qui est très méconnue du grand public. Est-ce que vous voulez qu'on en parle un petit peu aujourd'hui pour peut-être dégrossir un peu ce qui peut se passer pour les 20 prochaines années, parce que Pluton va doucement s'installer dans le signe des Verseaux, peut-être faire la différence aussi avec l'ère des Verseaux. Je pense qu'il y a pas mal de confusion aussi à ce niveau-là. Est-ce que, est-ce que vous pouvez nous expliquer, expliquer aux auditeurs quelles sont les dynamiques de Pluton, en tout cas? Euh, Pluton, c'est un astre qui est découvert en 1930. Je crois que il a été noté une première fois dans les années 1910, mais pas identifié réellement comme un astre du système solaire, parce que souvent les astres, avant d'être identifiés comme des planètes ou des planètes naines, peu importe, donc qui tournent dans le système solaire, ont pu être confondus avec des étoiles. Je crois que Galilée avait noté Neptune ou Uranus, mais sans se rendre compte que c'était réellement une planète. Donc en fait, Pluton est découverte en 1930 et le moment où on découvre des astres correspond assez bien en fait à l'énergie de l'astre. Ça, on a pu le voir avec Uranus, qui représente la liberté, l'émancipation, la révolte, qui est découverte dans les années 1780, donc en pleine préparation, pas que préparation d'ailleurs, mais il y a eu déjà des révoltes en Europe. Neptune est découvert dans les années 1848-46, c'est l'époque de la publication du manifeste du communisme de Karl Marx, donc on est encore dans cette forme d'énergie en fait, on découvre, il y a quelque chose qui émerge à la conscience, qui est la souffrance des gens et la nécessité de construire un espace commun, qui va créer le communisme plus tard. Et Neptune est très proche de ça, en fait. Dans l'énergie de Neptune, il y a vraiment le sens de la communion. Et Pluton est découverte en pleine période de montée du fascisme. Donc, est-ce que Pluton, c'est la période du fascisme? Non. C'est pas ça. Le fascisme est une manifestation perverse, on va dire, de l'énergie de cet astre, comme c'est le cas, en fait, avec tous les astres qu'on a découverts depuis 2 siècles et demi, hein. Uranus, c'est la liberté, l'émancipation, c'est la libre entreprise, donc c'est une énergie qui est très liée à l'économie libérale, aux pensées politiques de droite qui sont très libérales et qui ont aussi leur forme excessive, comme le communisme a sa forme excessive, hein. On a vu des destructions aussi bien avec des formes uraniennes que neptuniennes que plutoniennes. Mais dans le fond, l'énergie de Pluton, c'est quelque chose qui vient détruire une conscience trop identifiée à quelque chose. Et donc, en corrélation avec la montée du fascisme ou du nazisme, on a deux mouvements qui vont fantasmer une identité supra-humaine, le surhomme des nazis, l'arien, etc. Donc, s'attacher très puissamment à une forme d'identité qui va être magnifié comme étant au-dessus de tout, comme étant quelque chose de surpuissant. Il y a ce fantasme dans l'énergie plutonienne de rêver quelque chose de surpuissant et d'être très très identifié à ça. Et en fait, l'énergie de Pluton vient montrer à un endroit donné, quand il se promène dans le ciel, où est-ce qu'on s'est suridentifié à quelque chose, au point d'en perdre le sens de l'humanité. Et cette chose-là, soit on la rectifie, soit elle est détruite. Et dernièrement, dernier passage de Pluton qu'on a traversé tous ensemble, c'est Pluton dans le Capricorne,
qui est arrivé donc en 2008 et qui en est sorti là en tout début 2024. Capricorne, d'un point de vue mondial, ça représente les institutions, les grandes structures en fait, qui soutiennent la société mondiale. Et depuis 2008, on a vu toutes les grandes institutions, qu'elles soient financières, qu'elles soient étatiques, scientifiques, scolaires, etc., s'effondrer les unes derrière les autres. Il y a une construction, une structure du monde qui s'est détruite dans sa propre folie, en fait, parce qu'elle a continué de suivre un plan un peu diabolique de surpuissance, etc. Et aujourd'hui, Pluton dans le Verseau va opérer de la même manière, mais non plus sur sur les structures matérielles, c'est-à-dire que une nation, un institut scolaire, tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui sont des structures assez matérielles. Mais maintenant, en fait, la déconstruction qui est en route, c'est la déconstruction des idéaux qui nous permettent de construire la vision de notre société humaine. Et la dernière fois que Pluton est venu en Verseau, c'était justement à l'époque de 1789. La Révolution française s'est passée en plein passage de Pluton en Verseau, où d'une certaine manière, on a balayé les idéaux de la monarchie, du système féodal, pour les remplacer par une autre forme de construction idéologique, qui elle-même aujourd'hui est arrivée par une identification qui est devenue superficielle, où on ne comprend plus réellement les valeurs de la démocratie, où elles sont dévoyées de plein de manières différentes. Elle est devenue plutôt un outil de manipulation et de pouvoir, et donc on va réajuster ça pendant 20 ans en fait. Revoir ce que c'est que pour nous la démocratie, qu'est-ce que ça veut dire réellement. C'est une forme, hein, il peut y en avoir plein d'autres. Moi aujourd'hui c'est ce que j'ai identifié parce que c'est ce que j'observe aujourd'hui. Par exemple, il y a des totems qu'on n'osait pas toucher il y a quelques temps et qu'on est en train de toucher en disant non, non, il faut arrêter de penser que ça c'est un totem idéologique et qu'on peut pas le questionner. Et on va rentrer dans cette période pendant 20 ans où les totems idéologiques de la société humaine vont être bousculés les uns derrière les autres. Et Ça les va? qualités à développer, oui, bien sûr. Et les qualités à développer sont celles. Est-ce que, comment dire, dans ce cas-là, on va aller vers la lumière, parce que chaque signe du zodiaque a son ombre et a sa lumière. À la fin du cycle de Pluton en Verseau, on va aller vers la lumière plutôt du Verseau et Pour vivre moi, dans un pour premier moi, c'est un temps travail la vie. individuel. Je sais pas. Enfin, là, on est dans une période très sombre quand même, et Un qui peu est très lourde. très bousculée au niveau de sa, oui, et qui est très très bousculée au niveau de sa, sa, son assise idéologique justement. Je pense que aujourd'hui, on est dans une confusion totale et on ne sait plus trop quel fondement de pensée peut soutenir la société parce que ce que l'on a cru être des fondements de pensée solides et propres à permettre à la société d'évoluer de manière beaucoup plus égalitaire, sociale, solidaire, etc., est en train de devenir un monstre qui dévore la société. Donc, je pense qu'on est dans une période, et au début de ce passage de Pluton dans le Verseau, où c'est plutôt difficile, comme ça l'a été en 2008 avec la crise des subprimes, où tout d'un coup, on a pris conscience massivement et collectivement que la structure monétaire du monde était vérolée. Ça ne veut pas dire que, étant sorti de la période de Pluton dans le Capricorne depuis 2008, on a tout résolu sur le plan de la matière et des structures. Oui. On n'a pas tout résolu, mais on a mis en évidence que les structures étaient vérolées. Donc voilà, faut essayer de ne pas prendre ces mouvements
avec une naïveté romantique qui veut que ça va être difficile au début, mais après vous allez voir, on va tous être merveilleux et on va tous courir dans les champs et des pâquerettes. Voilà. Non, ouais, faut arrêter avec ça. Ouais, faut Mais être c'est plutôt pragmatique. plutôt être peut-être dans des espoirs un peu surfaits. Euh, Mhm. je pense que ce qui est intéressant dans l'astro, c'est de se dire où est-ce que ça vient me toucher personnellement. Donc, si on regarde son thème, par exemple, on peut se dire, tiens, aujourd'hui, Pluton, au début du Verseau, ça vient toucher quelle maison chez moi? Dans quel délire idéologique je pourrais être là-dedans, dans cette maison-là? Qu'est-ce qui commence à être bousculé là, en fait? Et tout d'un Mhm. coup, ça peut commencer à parler. On peut se dire, tiens, est-ce que je pourrais pas remettre, est-ce que je vis pas quelque chose à cet endroit-là qui me met mal à l'aise parce que j'ai des fondements idéologiques qui sont peut-être à revoir. Voilà. Ça, c'est un Mhm. travail intéressant. Et si tout le monde se met à regarder plutôt sa version à soi que essayer de projeter dans ce qui va se passer dans le monde un futur bien-être ou un futur mal-être, je pense que collectivement, on évoluera beaucoup mieux et beaucoup plus vite. J'ai cette conviction personnelle que à travers tout ce que chacun fait à son niveau, il va nourrir l'évolution collective. Je ramène toujours à quelque chose d'individuel qui va apporter sa pierre par ses propres transformations à quelque chose qui devient une énergie collective. Se recentrer finalement. Pas essayer Sur, de chercher des oui, réponses à l'extérieur de soi, mais les trouver en soi, finalement. oui. Alors, il y a un jeu de miroir en fait. Ce qui se passe à l'extérieur se passe à l'intérieur. On est tout le temps confronté à cet écho de soi-même ou cet écho de l'extérieur en soi. Mais l'idée, c'est qu'on peut changer le monde à partir de soi. Très difficile de changer à l'extérieur. C'est si Oui. vous-même vous voulez vous battre pour un sujet que vous n'avez pas combattu en vous-même, vous allez peut-être arriver à faire bouger des choses, mais dans une forme de lutte et de combat qui va générer d'autres problèmes. Alors que si vous avez combattu la chose en vous, vous êtes un opérateur efficace et opérationnel d'un changement collectif à votre échelle. Ça demande beaucoup de lâcher prise aussi, parce que, enfin, comment dire, on a envie, je veux dire, le mental et l'ego a envie de... Je pense, par exemple, si on prend l'exemple de l'écologie, on voit beaucoup ça. On peut faire le parallèle avec ce sujet. On va vouloir être hyper engagé, je sais pas, protester contre le changement climatique, etc. Donc faire des choses à l'extérieur. En fait, comment dire, quand on pose comme ça à ce point son regard vers l'extérieur, j'ai envie de dire, c'est comme si on renforçait le problème et aussi on peut être dans une forme de lutte, de contraction, d'énervement, d'agacement et d'apitoiement. Mais alors, Mm. comment faire en fait pour réussir à le ramener à l'intérieur? Si on prend cet exemple très concret, comment trouver la force de se détacher de l'extérieur et de revenir à l'intérieur? Je sais pas si ma question est très C'est claire. ici, elle est très claire, mais c'est je suis en train de réfléchir à la réponse parce que il y a plusieurs formes, mais je vais reprendre cette construction plutonienne. Aujourd'hui, une grande partie de l'écologie est construite sur une idéologie. Euh, actuellement, par exemple, vous avez des constructeurs automobiles qui abandonnent la voiture électrique, Mercedes par exemple, et puis c'est pas les seuls, parce que c'est une gabegie dans tous les sens du terme, et que même c'est une gabegie écologique. Et pourtant, on a été par le cœur et par les idéaux que véhiculait l'idée d'avoir des véhicules propres, un peu tous subjugués intellectuellement par des concepts comme la voiture électrique. En termes d'écologie, on le sait, hein, c'est très clair, c'est pas du tout
des voitures écologiques, déjà parce que dans leur construction, elles ont euh, une consommation qui est phénoménale, et ensuite parce qu'elles sont très souvent pas réparables. On ne sait pas réparer les batteries. Mmh. Il y a des cimetières de scooters, de voitures électriques qui sont des carcasses parfaitement correctes, qui ont juste pris un pet, et comme on ne sait pas réparer la batterie, on fout tout à la benne. Donc si on prend juste par exemple le sujet de l'écologie, on voit que on a facilement versé dans des formes idéologiques un peu romantiques de ce que pouvait être le respect de la nature, et que derrière, en fait, on n'a pas très très bien étudié les choses, on les a pas bien comprises, et qu'on a fait des bêtises. Pareil avec les éoliennes, pareil avec plein de choses comme ça. Tout ce qui tourne autour de l'énergie et l'écologie, c'est des sujets sur lesquels on pourrait beaucoup discuter. Bon, c'est pas ma spécialité, hein, je vais pas rentrer dans le sujet. Mais en fait, déjà, on voit que des grosses questions se posent. Et que finalement, quand on réagit avec une idéalisation des choses, et qu'on met son poids dans la balance et qu'on va se battre pour des causes sans avoir profondément étudié ces sujets, peut-être on se plante. Et c'est peut-être quelque chose qui peut nous renvoyer une forme d'humilité, de se dire que on est en tant qu'élément microscopique de ce macrocosme, toujours le meilleur sujet que l'on peut améliorer. Je peux beaucoup plus facilement m'améliorer moi que l'économie de la planète tout entière. Après, là je déborde un peu sur des choses qui vont aller au-delà de l'écologie, mais je pense que la première Oui, des c'est intéressant. écologies, je sais pas, on va voir. Je pense que la première de l'écologie, c'est une écologie euh, de nos pensées et sentiments. Je sais pas si vous connaissez Anne Givaudan. Non, Anne je Givaudan, connais c'est une pas. femme. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez. Anne Givaudan, c'est une femme qui a écrit des tas de bouquins, dont la plupart, si ce n'est tous, sont des récits de voyages astro. Donc, elle a écrit des livres suite à des enseignements qu'elle a reçus dans des moments où elle était hors de son corps, et qu'elle suivait les enseignements et elle les ramenait ensuite et elle les écrivait. Elle a écrit par exemple un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle Les 9 marches, où elle suit l'incarnation d'une âme dans un corps pendant les 9 mois de la grossesse. Et voilà, pour Mmh. expliquer un petit peu ce qui se passe, comment l'âme prend connaissance de ses parents, comment elle vient s'intégrer petit à petit dans le ventre de la mère. Et elle a écrit ce livre qui s'appelle Les 9 marches. Et donc, elle a raconté, et c'est quelque chose que moi je ressens intuitivement, ou que je ressentais intuitivement depuis longtemps, que, en fait, les pensées de l'humain, ses pensées, ses émotions, l'envie, la jalousie, la haine, la colère, ce que vous voulez, ça crée autour de la planète une pollution mentale qui est énorme, qui est phénoménale. Et que cette pollution mentale, en fait, est beaucoup plus destructrice que la pollution chimique qu'on peut faire. Elle est à son image, mais elle est beaucoup plus destructrice. En d'autres termes, si on arrête de penser contre, dans la lutte, dans la peur, dans l'envie, dans la haine de celui qui fait ci ou ça, euh, ou plutôt si on alimente tout ça, on va continuer d'alimenter une folie collective. Et quand on commence à prendre conscience que on est émetteur à travers ses propres pensées d'une énergie qui se diffuse tout autour de nous, ben on peut faire, pour moi, un acte d'écologie spirituelle, on pourrait dire, euh, qui a une portée réelle, à mon sens. À mon sens, elle est réelle et qui est essentielle en fait. Euh, donc, si j'ai envie de me demander comment est-ce que je peux agir pour la planète aujourd'hui, c'est beaucoup plus en essayant d'accompagner mes frères et mes sœurs humains à s'apaiser, à trouver des solutions qui sont pas forcément dans la lutte,
à s'explorer soi-même, à s'améliorer, à regarder en soi, à traverser ces épreuves avec plus de lucidité, une acceptation, mais qui n'est pas une résignation, pour Mmh. toujours s'élever en fait, chercher à s'élever, chercher Mmh. à aller vers un bien personnel et un bien collectif. Ça, c'est mon écologie à moi, mais bon, chacun la sienne. Mais elle est très belle, elle me parle beaucoup aussi. Moi, j'ai posé cette question aussi, c'est parce que avant d'être dans l'astrologie et d'avoir eu cet éveil spirituel, j'ai fait des études dans le développement durable. Et justement, j'étais dans cette contraction, cette lutte et cette frustration de, comment dire, ce militantisme même. Puis moi, je fais des efforts. Pourquoi toi, tu fais pas des efforts? Et j'étais vachement dans la séparation en fait avec l'autre. Et depuis que je fais ce travail émotionnel, d'apprendre à me connaître, ce travail intérieur, bah, certes la planète ne va peut-être pas mieux, mais moi en tout cas je me sens mieux et c'est très juste ce que vous dites sur le. Alors même si j'ai pas lu le bouquin, mais sur cette pollution qu'on émane de nous, on peut vraiment le ressentir quand certaines personnes ont des émotions très basses, la colère, la honte, la culpabilité, on ressent cette énergie pesante qui est visible presque, j'ai envie de dire. Et Euh, exactement. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, en ce moment, je pense qu'on est de plus en plus à ressentir, enfin dites-moi si vous ressentez la même chose ou pas, mais j'ai l'impression qu'on est quand même de plus en plus à s'éveiller à ça, à s'ouvrir, à être dans ce processus. Parfois, on ne peut rien contrôler. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est soi, enfin, c'est comment on est, comment on réagit. Est-ce que vous ressentez ça, vous aussi, qu'il y a vraiment ce raz-de-marée collectif qui tend vers un éveil, vers quelque chose d'autre, de plus conscient? Ah oui, je pense qu'on est dans un éveil spirituel depuis un bon paquet d'années, avec une accélération de plus en plus forte, et une accélération qui se marque maintenant par quelque chose de nouveau, c'est que avant, l'éveil spirituel était encore associé à l'idée d'englober tout le monde en fait, d'essayer d'en faire profiter tout le monde. Je trouve depuis le Covid, il y a eu comme un espèce de schisme en fait. Il y a, il y a eu une nécessité et une obligation de coupure, en fait, qui a marqué quelque chose, en fait. À un moment même, avec une tentation de rentrer dans une forme de séparation, qui n'était pas très judicieuse, avec les pour et les contre et machin. Maintenant, on revient à quelque chose où il y a un sens de communion qui se recrée, mais avec un discernement accru. C'est plus, je trouve que le discernement est de plus en plus fort en fait. Il y a une compréhension collective de plus en plus grande de ce qui se passe dans le monde, et il y a vraiment un schisme entre des gens qui continuent de poursuivre une voie de l'ancien monde et des gens qui quittent la voie de l'ancien monde. Mais avec plus de douceur, je trouve, qu'à un certain moment dans la crise du Covid où c'était très très violent. À la fois ce schisme, c'est-à-dire ce que j'appelle le schisme, en fait, c'est vraiment la séparation des deux mondes. En fait, ils sont pas réconciliables Mhm. dans leur forme d'être. Donc, il y a un monde qui continue sa route et puis un autre monde qui se crée en ce moment. Ce nouveau monde qui se crée est en train en même temps d'intégrer, je trouve, progressivement une forme de tolérance, sans pour autant se mêler, alors qu'avant c'était pas trop le cas. C'était plus difficile. En tout cas, c'était plus difficile de garder sa ligne en acceptant de ne pas pouvoir embarquer tout le monde avec. Oui, parce que aussi, ce nouveau monde et cet ancien monde, il y a, comment dire, une forme de séparation. Et donc, c'est à l'encontre de, on va dire, la spiritualité qui nous fait prendre conscience du fait que, enfin, nous sommes une unité, mais une unité collective aussi. Comment ne Oui. pas être dans la séparation? Enfin, c'est un peu difficile comme question, mais La séparation fait partie du processus de la vie. On est dans une forme de vie manifestée, et dans cette forme de vie manifestée, on est tout le temps dans des cycles où on va s'unir, s'éloigner, se séparer, puis se réunir, puis se séparer.
voilà, on peut regarder le cycle des saisons, ben, Oui. à un moment, les feuilles tombent, elles se séparent, la sève redescend, et puis le printemps arrive, tout remonte, les fleurs, les fruits, les feuilles, tout réapparaît. Et donc on est dans des formes cycliques où on ne peut pas rester dans une forme permanente. Ça, c'est vraiment la condition manifestée d'existence, où que ce soit à travers le rapport des êtres ou l'évolution de la nature, on vit des cycles d'union et de séparation tout le temps. Et donc ça, si on le refuse, ben on va se perdre justement dans des formes d'empathie où on aimerait être dans une coagulation permanente avec tout, et on va se perdre là-dedans. Mais ce qu'on confond avec le fait de devoir se séparer, ce qui veut dire simplement suivre son chemin, par exemple, et en conscience, en fait, on suit son chemin en conscience, qui n'est pas le chemin de l'autre. Chacun a son chemin. Ce qu'on confond avec cette notion de séparation, ce qui est pour moi saine, en fait, qui permet à chacun de trouver sa voie, et puis peut-être après de revenir vers l'autre avec sa propre compréhension, c'est la notion du jugement. C'est que euh, on va prendre sa route et puis on va juger que la route de l'autre est mauvaise. Dans un sens comme dans l'autre. Dans celui qui croit qu'il est en train d'évoluer spirituellement vers le top du top, autant que dans celui qui croit que sa vision du monde un peu plus matérialiste est meilleure. Ben, en fait, Mmh. c'est le jugement du chemin de l'autre qui va créer tout un tas de problèmes. Alors que décider à un moment ou à un autre de sa vie ou de son existence de prendre une voie, de quitter une autre pour aller faire une expérience qui de toute façon nous ramènera à rencontrer l'autre à un autre moment et à un autre endroit de l'histoire de la vie. Pour moi, c'est pas un souci. Le souci, c'est le jugement. C'est de croire de croire qu'on est supérieur à l'autre et de juger que sa voie est mauvaise et que lui devrait suivre la nôtre et d'être dans cette Bien euh, sûr. permanente confusion du fait que l'unité est une coagulation. L'unité, Mmh. l'union, le sens d'être dans une fraternité, ce n'est pas une coagulation. Il faut qu'on aille faire nos chemins et qu'on retrouve après, une fois qu'on a fait notre chemin, bah, peut-être une autre rencontre, quelque chose qui renaît, qui recommence. Mais voilà. Le sujet pour moi n'est pas d'accepter, enfin de souffrir de la séparation, ou de se dire que la séparation c'est pas bon, c'est plutôt Ouais. de porter un jugement sur ces mouvements de vie qui sont différents. Magnifique et un très beau rappel. Et d'ailleurs, je trouve que l'astrologie, personnellement, aide vraiment à accepter pleinement les autres comme ils sont et de s'en rendre compte que chaque personne a sa particularité et que personne n'est au-dessus des autres. Moi, ça m'a permis de faire la paix avec les autres, l'astrologie aussi. Parce que Mm. j'étais très sauvage avant de découvrir l'astrologie et ça m'a vraiment permis de m'adoucir par rapport aux autres. Et je rebondis encore sur ce que vous disiez. Euh, je vous invite et je vous recommande tous à consulter enfin, votre livre qui est vraiment super pour développer ses connaissances et utiliser l'astrologie comme un outil pour s'aimer et pour aimer les autres aussi un peu plus. Tristan, est-ce que vous auriez une dernière chose à nous partager avant la fin de cet épisode? Une pensée, quelque chose pour, je sais pas, quelque chose que vous avez envie de partager tout simplement aux auditeurs. Euh, Bah, en ce moment, je pense que ça va bien avec l'énergie des poissons qui est très stimulée. Et j'étais en train d'écrire ça il y a pas très longtemps, peut-être sur la pleine lune. Oui, je crois. Je trouve que c'est important de revenir à la prière. La période, elle Oui, est compliquée pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Et on est coupé, en fait, d'une forme d'aide spirituelle parce que ça fait partie de l'évolution de notre culture. Hein. On a rejeté des
une spiritualité traditionnelle et en même temps on est face à une forme de vide qu'on a rempli avec du Coca-Cola et des chips. La souffrance qui se répand un peu aujourd'hui, je pense peut trouver une forme de solution, que ce soit une souffrance psychologique ou économique, elles sont multiples en ce moment. Elle peut trouver en tout cas un soutien dans un retour à la spiritualité qui accepte, non pas qui accepte, mais disons qui ressent la prière. Le fait d'avoir une demande intérieure d'aide, je dirais, c'est ça. Et en fait, quand on accompagne des gens, la question, c'est toujours de savoir s'il y a une personne qui a une vraie demande d'aide ou si elle est juste en train de tourner dans sa tête et de pas vouloir sortir de son schéma. Cette demande d'aide, elle est fondamentale, en fait. Et on peut y accéder chacun à sa manière, en fait, dans ses prières. Voilà, par rapport à cette question ou cette ouverture de questions finales, l'idée, pour moi, c'était vraiment de se rappeler on a accès à de l'aide qu'on est capable de formuler dans une forme de demande intérieure. Alors, on n'y croit pas, mais quand on est vraiment dans la difficulté, on peut au moins essayer. Ni que c'est facile d'y croire ou quoi que ce soit, mais voilà. Je trouve que c'est important de se rappeler ça aujourd'hui, de se relier à nouveau, en Bien fait. sûr. Et ça peut être tout simple hein, de prier. Ah Enfin, on oui, n'est pas obligé d'aller dans une église et prier à la Vierge Marie. non, Parce non, qu'on on peut aussi peut se faire prier un la peu Vierge Marie. un... Bien sûr, mais je veux dire, dans l'idée commune de la prière, ça peut être quelque Oui, chose de tout simple. chaque tradition spirituelle a sa façon de ritualiser la prière, mais la prière est une chose intime d'abord. Bien sûr. Dans la Bible, le Notre Père, par exemple, qui est dit dans les églises comme une parole chantée en chœur, on va dire, ben, elle n'est pas du tout exprimée comme ça dans la Bible. Elle est exprimée comme quelque chose qui se vit dans l'intimité, dans le recueil de sa chambre, à l'intérieur de sa maison, dans un moment de solitude. Oui. On en a fait après des démonstrations collectives, mais le fond du fond a toujours été de vivre quelque chose dans l'intimité, avec soi-même en fait. Et j'inviterai toutes les personnes qui nous écoutent à, si possible, même après l'écoute de cet épisode, à prendre un moment seul. Parce qu'on est tellement avec tout le monde extérieur, les notifications, les réseaux, les sollicitations. C'est important de prendre du temps pour soi et d'en faire une priorité. Et ça revient aussi à ce que vous disiez au début du podcast sur le fait que ça vous faisait du bien d'écrire ces textes de nouvelle lune et de pleine lune. Et c'était vraiment un moment pour vous. Et ensuite, bah, évidemment, vous le diffusez, donc ça fait aussi du bien aux autres. Et bien, c'est peut-être aussi ça la prière, c'est reprendre du temps pour soi et penser à soi, prendre le temps de se recueillir pour ensuite avoir une qualité de présence bien plus grande quand on est avec les autres. Et je trouve que c'est assez lié. Et ça revient sur ce qu'on disait au début, ça clôture bien notre échange. Donc, je vous remercie beaucoup, Tristan, pour cet échange. C'était très intéressant, très juste, très, très beau aussi. J'inviterai toutes les personnes, évidemment, à vous contacter si besoin, à aller sur votre site, sur votre blog Astrologie Autrement, à consulter vos livres qui sont vraiment, vraiment super. Je recommande vivement. Et écoutez, Tristan, merci beaucoup pour votre présence. Voilà, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, à laisser un petit pouce bleu, partager l'épisode, à vous abonner, ça soutient énormément le podcast. Merci beaucoup Tristan. Merci Bérénice, à bientôt. À bientôt.